Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Fin du fact-checking, la vérification des faits, éloge de l'énergie masculine en entreprise. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp notamment, semble chercher à plaire à Donald Trump, le 45e et 47e président américain qui travaille main dans la main avec un autre milliardaire, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Pour essayer de comprendre pourquoi Mark Zuckerberg a fait ses annonces au début du mois de janvier, on vous résume aujourd'hui son parcours et ses principales actions ou déclarations concernant la modération des contenus sur ses réseaux et ses principales prises de position politiques. Cet épisode de Code Source est raconté par Loïc Piala, correspondant du Parisien et de Radio France à Los Angeles. Loïc Piala, le lundi 20 janvier à Washington, Donald Trump est investi 47e président des États-Unis au Capitole devant un parterre d'invités prestigieux et Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Facebook, Instagram notamment, est présent à cette cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors il porte un costume, c'est rare, avec lui, un costume sombre, chemise blanche, cravate bordeaux. À côté de lui, il y a sa femme, Priscilla Chan, là c'est plus habituel. Et il y a une petite image virale qui circule aussi ce jour-là de son regard furtif sur le décolleté de la femme de Jeff Bezos, juste à côté de lui. Et c'est une cérémonie à laquelle il participe, mais qu'il a également financée, puisqu'il a donné $1 million pour aider à l'organisation. D'un mot, est-ce que c'est surprenant de le voir là ? 6 mois plus tôt, quand Donald Trump menaçait de l'envoyer en prison, oui, ça aurait été surprenant. Là, vu le déroulé des événements depuis l'élection de Donald Trump le 5 novembre, beaucoup moins. Alors justement, on va voir ensemble comment Mark Zuckerberg a opéré ce revirement ces dernières semaines. Mais d'abord, on va retracer brièvement son parcours. Mark Zuckerberg a 40 ans, il est marié, père de 3 filles. Il est né en mai 1984, il grandit à Dobbs Ferry dans la banlieue de New York. À l'âge de 10 ans, il est déjà un petit génie de l'informatique. Oui, on peut parler de prodige, parce que on est en 1995, Internet débute et lui, à l'âge de 11 ans seulement, il trouve le moyen de connecter l'ordinateur de la maison des Zuckerberg à ceux du cabinet de son père, un dentiste, et donc il crée ce réseau qu'il appelle lui-même ZuckNet. Il invente aussi un peu plus tard un lecteur de musique qui apprend les goûts musicaux de son utilisateur. Mark Zuckerberg entre à Harvard, l'université la plus prestigieuse du pays, en 2002. Sur le campus, il fait parler de lui en créant un site internet baptisé FaceMash. Qu'est-ce que c'est ? Alors ceux qui ont vu le film Social Network de David Fincher ont une petite idée. C'est un site qui permet de comparer le physique des étudiants de l'université d'Harvard. 2 photos, on choisit celui ou celle qui est le plus attirant ou la plus attirante. Et ces photos sont issues de la base de données des résidences universitaires. Le site cartonne au point que l'université le ferme parce qu'il bloque, en fait, il entrave le réseau Internet de Harvard. Et puis au-delà de ça, évidemment, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont mécontents que leurs photos soient utilisées sans leur autorisation. Et finalement, Mark Zuckerberg abandonne Harvard. Oui, parce que FaceMash lui donne une certaine réputation et il travaille sur un autre projet de Facebook qui, au départ, est concentré sur le campus d'Harvard, puis s'élargit aux autres campus universitaires. Et à mesure que le site grandit, ça devient inconciliable avec ses études à Harvard, qui est quand même une université difficile. Et il décide avec les cofondateurs de déménager à Palo Alto, dans la Silicon Valley, pour donner le plus de chance à ce projet de The Facebook de réussir. Loïc Piala, on fait un saut dans le temps. En 2016, Facebook compte plus d'1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde et l'entreprise se retrouve sous le feu des critiques après la victoire surprise de Donald Trump à la présidentielle américaine. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? En fait, la Russie a fait tout un travail de propagande, de désinformation autour de ces élections, en lâchant des informations comme le fait que le pape soutenait Donald Trump, alors que ce n'était pas le cas. Et ces informations ont largement circulé sur Facebook, qui est accusé finalement d'avoir propagé cette propagande et cette désinformation, et d'avoir au moins directement contribué à l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on reproche d'autre à Facebook à cette période ?
La principale critique, c'est que Facebook laisserait sur sa plateforme proliférer les discours de haine, notamment à ce moment-là sur le génocide en Birmanie, des discours de haine contre les musulmans, et donc on reproche à Facebook de ne pas suffisamment modérer les contenus qui sont publiés sur la plateforme. L'autre problème qu'on reproche à Facebook, mais aussi plus largement aux réseaux sociaux, c'est d'affecter la santé mentale des utilisateurs, et particulièrement des plus jeunes. Comment Mark Zuckerberg réagit à ces critiques ? Alors au départ, il minimise, on va dire. Il explique que Facebook, c'est lui donner trop d'influence que d'imaginer que la plateforme peut jouer ce rôle. Et puis il finit quand même par céder un peu à la pression et investit dans la modération. Il embauche 35 000 personnes chargées de surveiller les contenus, de suspendre les faux profils, d'être le plus actif. Il met aussi en place une technologie d'intelligence artificielle pour repérer les comptes problématiques. Il y a une volonté, au moins affichée, d'agir, de répondre aux préoccupations d'une partie du public. En mars 2018, deux quotidiens, le New York Times et le journal britannique le Guardian, font des révélations sur ce qui sera appelé le scandale Cambridge Analytica. De quoi il s'agit ? Cambridge Analytica, c'est une société de marketing britannique et elle est accusée d'avoir siphonné les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook, 87 millions d'utilisateurs, pour ensuite cibler ces messages. Par exemple, pour le Royaume-Uni sur le Brexit, pour les États-Unis sur Donald Trump, et Facebook est accusé dans ce scandale d'avoir finalement travaillé avec Cambridge Analytica. Il y a même un hashtag qui circule, Where is Zuck? Où est Zuckerberg? Parce qu'on estime qu'il n'a pas suffisamment été actif dans ce scandale pour tenter d'empêcher cette opération. Et à partir de là, Mark Zuckerberg multiplie les excuses. En clair, il se présente comme un patron qui cherche à réparer sa plateforme, c'est ça ? Le 10 avril 2018, Mark Zuckerberg est devant le Congrès américain et pour la première fois, il s'excuse clairement. Il est clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils de faire du mal. Cela inclut les fausses informations, l'ingérence étrangère dans les élections et les discours haineux, tout comme pour les données personnelles. Nous n'avons pas réalisé correctement notre responsabilité et c'était une grave erreur. C'était mon erreur et je suis désolé. Il reconnaît ses torts finalement et s'engage à faire de Facebook, à refaire de Facebook une plateforme digne de confiance pour ses très très nombreux utilisateurs. Loïc Piala, en octobre 2019, il est invité à l'université de Georgetown à Washington et devant les étudiants, il commence à changer de discours. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors déjà avant cette conférence, il donne une interview au Washington Post et il a cette expression en disant que oui, il s'inquiète de l'érosion de la vérité à cause des réseaux sociaux, ce terme d'érosion de la vérité. Et dans le même temps, il explique qu'il n'est pas sûr que les gens aient envie de vivre dans un monde, dit-il, où les seules choses qu'on ait le droit de dire sont des choses qui ont été validées par des entreprises technologiques. Et ça reflète finalement la difficulté de gérer la liberté d'expression, parce que où est-ce qu'on place le curseur ? Qui place ce curseur ? Et lui ensuite insiste sur le fait qu'il a créé Facebook pour donner une voix aux gens, et qu'il n'a pas envie de bloquer cette voie, et que parfois, oui, il y a des problèmes avec la liberté d'expression, parce que des gens vont dire des choses peu acceptables, mais que c'est finalement le prix à payer. Et l'autre point qu'il soulève, c'est qu'en période de crise, les sociétés peuvent être tentées de vouloir limiter la liberté d'expression, de voir, dit-il, la parole comme un facteur de division, mais il insiste derrière, on se rend compte finalement, avec le recul, que c'est souvent une erreur, et donc, en gros, il défend, lui, la liberté d'expression à tout prix. L'année suivante, en pleine campagne présidentielle américaine, en juin 2020, une partie des salariés de Facebook se met en grève. Pour quelles raisons ? Un peu de contexte, on est au printemps 2020 et l'Amérique traverse une crise sociale. Quelques jours après la mort de George Floyd, tué par un policier de Minneapolis, des manifestations sont quotidiennes à travers le pays pour dénoncer les violences policières, pour réclamer une égalité, une équité raciale à travers le pays. Et ces manifestations s'accompagnent parfois de violence ou de destruction ou de vol. Et donc c'est dans ce contexte que Donald Trump publie sur Facebook un message dans lequel il dit
quand les pillages commencent, les tirs commencent. Et c'est une formule qui est très problématique, ou en tout cas très controversée, polémique, parce qu'elle vient d'un chef de la police de Miami dans les années 60, au moment de la lutte pour les droits civiques, et que c'est une remarque qui désigne de manière indirecte, mais assez clairement finalement dans l'inconscient collectif, les Noirs, tout simplement. Et donc c'est une formule qui pose problème, y compris au sein de Facebook, des employés de Facebook, qui mettent la pression sur Mark Zuckerberg, parce que ce n'est pas la première formule choc du président américain. Donc quand allons-nous agir ? Quand allons-nous stopper, arrêter de donner à cet homme une telle plateforme ? Et c'est pour cela qu'on a ces grèves organisées. C'est un moyen de montrer à Mark Zuckerberg le mécontentement des employés. Le démocrate Joe Biden est élu président des États-Unis en novembre et début 2021, après l'assaut du Capitole du 6 janvier, Facebook bannit Donald Trump de son réseau social. Il sera réintégré 2 ans plus tard. Entre-temps, Mark Zuckerberg se confronte régulièrement à l'administration Biden et à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que et l'administration Biden et l'Union européenne veulent réguler les plateformes, pas seulement Facebook, mais Facebook étant la plus grande de ces plateformes, elle est forcément particulièrement ciblée. Et puis il y a ce témoignage d'une ancienne employée de Facebook, une lanceuse d'alerte, devant le Congrès, dans lequel elle détaille les méthodes, les techniques utilisées par Facebook pour rendre accros les gens quelque part à la plateforme. On peut en tout cas faire en sorte qu'ils restent sur Facebook, y compris les plus jeunes. Et donc c'est une alerte pour les autorités aux États-Unis comme en Europe. Je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils ont fait passer leurs profits astronomiques avant les gens. Avec ces appels réguliers à Facebook pour qu'il y ait une modération, un contrôle plus affirmé des contenus, peut-être aussi changer certaines méthodes. Et Mark Zuckerberg, lui, n'est pas forcément d'accord avec et cette approche et cette analyse. La même année, en 2021, Facebook renonce à un projet concernant Instagram, l'entreprise rachetée par Mark Zuckerberg en 2012. Instagram travaillait depuis des mois sur Instagram Kids, qui serait une plateforme destinée aux moins de 13 ans. Mais puisqu'il y a tout ce discours sur l'addiction que peut déclencher un réseau social, et avec ce contexte des révélations de la lanceuse d'alerte, Instagram finit par céder et décide à l'automne 2021 de mettre un terme à son projet. À la même période, Mark Zuckerberg se met au sport de combat et il se rapproche d'un homme, un certain Dana White. Qui est-il ? C'est le patron de l'UFC, une ligue de arts martiaux mixtes extrêmement populaire. Lui-même, Dana White est une personnalité médiatique, reconnaissable avec de larges épaules, son crâne chauve, et il est connu également pour son amitié avec Donald Trump. Donald Trump lui-même, grand fan de sport de combat. Et donc oui, Mark Zuckerberg se met notamment au jiu-jitsu à l'approche de la quarantaine. Il participe même à des compétitions et il s'entraîne avec des athlètes de très haut niveau. On fait un saut dans le temps de quelques années, à la fin du mois de novembre 2024, juste après l'élection de Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris, Mark Zuckerberg se rend dans la résidence du président américain en Floride, à Mar-a-Lago, pour dîner avec lui. Loïc Piala, quelles sont les relations entre Mark Zuckerberg et Donald Trump à ce moment-là ? Si on les compare à Elon Musk, autre grande figure de la tech, elles sont très très différentes. Elon Musk a quasiment sa chambre dédiée à Mar-a-Lago. Il soutient bec et ongle le président américain depuis l'été et sa tentative d'assassinat. Mark Zuckerberg, les relations sont beaucoup plus distantes. Il est même attaqué en justice par Donald Trump, qui estime que son bannissement de Facebook en 2021 était injuste. Il a aussi menacé dans un livre sorti pendant l'été de l'envoyer en prison à vie si jamais il faisait preuve d'ingérence dans l'élection de 2024. Il y a une proximité entre Elon Musk et Donald Trump, presque une influence même d'Elon Musk sur Donald Trump qui n'existe pas du tout entre Zuckerberg et le nouveau président américain. Et ce dîner semble changer la donne. Après cette rencontre, le patron de Meta mobilise une poignée de ses plus proches collaborateurs dans le plus grand secret.
Oui, un petit comité pour décider de faire évoluer les politiques de Meta pour mieux coller à la vision de la société de Donald Trump, mais également à celle des dizaines de millions d'Américains qui ont voté pour lui. C'est un petit groupe qui travaille sur une période très courte et surtout qui travaille totalement détaché du reste des employés de Facebook qui ne sont pas du tout informés de ces décisions stratégiques fondamentales pour Meta. Au début de l'année 2025, le 3 janvier, Mark Zuckerberg nomme un républicain nouveau responsable des affaires internationales du groupe Meta, à la place d'un homme qui était plutôt à gauche. Cet homme s'appelle Joel Kaplan et il a travaillé dans l'administration Bush de 2000 à 2008. C'est la voix républicaine au sein de Facebook qu'il a rejoint dès 2011. Et donc il est promu au poste de responsable des affaires internationales en lieu et place de Nick Clegg, qui lui était un ancien collaborateur de Tony Blair, donc effectivement plutôt marqué à gauche. Et en plus de cette promotion, Meta nomme à son conseil de surveillance Dana White, dont on vient de parler, le patron de l'UFC. Et ces deux décisions peuvent être interprétées comme un message envoyé au nouveau président américain. Le mardi 7 janvier, Mark Zuckerberg poste une vidéo de lui sur son compte Instagram. D'abord, comment est-ce qu'il apparaît ? Il a les cheveux longs et bouclés, ce qui change quand même avec l'image qu'on a eue pendant 15 ans de Mark Zuckerberg et ses cheveux courts. Il porte un t-shirt large, t-shirt noir, un collier apparent et il a même l'air peut-être un petit peu plus massif, plus musclé que dans le passé, le fruit sans doute des heures qu'il passe à s'entraîner au sport de combat. Dans cette vidéo, il annonce de gros changements concernant la politique de vérification des informations sur les différents réseaux du groupe Meta. Oui, fini les fact-checkers, ces groupes avec lesquels Meta travaillait pour vérifier la véracité de ce qui était posté sur Facebook ou Instagram. Parce qu'ils sont, d'après Mark Zuckerberg, devenus trop politisés et le public ne les croit plus, donc c'est devenu finalement contre-productif. Et à la place, Meta décide d'instaurer des community notes, ce que fait déjà Twitter. Les community notes, ce sont en fait les internautes qui s'occupent eux-mêmes de dire ce qui est vrai ou pas, une forme d'autorégulation. Mark Zuckerberg veut mettre un terme au fact-checking, mais pas à la modération, et il annonce le déménagement de ses équipes de modérateurs de la Californie vers le Texas. We're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Pourquoi ? Parce que la Californie est perçue aux États-Unis, à tort ou à raison, comme un bastion progressiste. Et que pour une partie des Américains, chaque décision qui serait prise en Californie serait finalement influencée par cette culture progressiste ou woke. C'est que donc dans l'idée d'être le plus objectif possible, de ne pas être biaisé dans la modération, Mark Zuckerberg veut déplacer ses équipes au Texas, État quand même plus ancré à droite que la Californie. Comment réagissent les salariés de Meta ? Ceux qu'on entend, en tout cas, ne sont pas contents. L'un d'entre eux dit qu'il est très inquiet de cette décision. Il estime que ça envoie un message clair que les faits ne comptent plus. Un autre estime qu'avec cette décision, Mark Zuckerberg et Meta, finalement, se déchargent de leur responsabilité, de leur devoir, celui de créer une plateforme qui soit respectable. Et d'autres, en fait, tout simplement, regrettent s'inquiètent de voir une multiplication des contenus racistes ou transphobes, un peu comme ce qu'on a observé avec Twitter après le rachat d'Elon Musk. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra dire ou ne pas dire sur Facebook ou Instagram à partir de maintenant ? Le changement le plus notable, en tout cas celui qui est signalé avec force par le New York Times, c'est la possibilité désormais de partager des contenus qui vont taxer une personne transgenre ou homosexuelle de maladie mentale ou d'anormal. Et ce sont, explique-t-on du côté de chez Meta, des changements qui collent finalement aux évolutions du pays lui-même, où 26 États ont imposé des restrictions sur les transitions de genre. Le vendredi 10 janvier, Mark Zuckerberg est l'invité d'un podcast très suivi aux États-Unis, celui de Joe Rogan, un partisan et proche de Donald Trump, qui a déjà tenu des propos complotistes par le passé. Et pendant ces 3 heures d'interview, le patron de Meta fait des déclarations surprenantes.
Oui, il appelle à un peu plus d'énergie masculine dans le monde de l'entreprise. The kind of masculine energy, I think, is good. And obviously, society has plenty of that, but I think corporate culture was really like trying to get away from it. Il explique que les sociétés ont été castrées et masculées et pense qu'une culture qui célébrerait un peu plus l'agressivité ne serait pas forcément un mal. Ce qui est ironique finalement, c'est que en 2023, Meta comptait dans ses rangs, dans ses effectifs, 36% de femmes. Donc on n'était pas exactement dans une invasion du sexe féminin au sein de l'entreprise. Au même moment, une décision prise au siège de Meta en Californie fait beaucoup de bruit. Oui, Mark Zuckerberg ordonne le retrait des distributeurs de tampons hygiéniques dans les toilettes des hommes pour les employés transgenres. Et cette décision s'accompagne d'autres, notamment la fin de la politique de diversité dans les ressources humaines. Meta est loin d'être la seule entreprise aux États-Unis à le faire, à remettre en cause ce qu'on appelle ici le DEI pour diversité de genre, d'origine, équité et inclusion. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le lundi 20 janvier, Mark Zuckerberg participe à l'investiture de Donald Trump à Washington. Loïc Piala, il est entouré d'autres grands patrons de la tech qui apportent leur soutien au nouveau président. Les broligarques, c'est comme ça que les appelle une journaliste américaine, oligarque pour le mot qu'on connaît, et bro en référence à la culture de la Silicon Valley. Bro, on peut traduire ça par mec, et donc on parle souvent de culture bro dans la Silicon Valley. Parmi ces patrons, Tim Cook d'Apple, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Elon Musk, bien sûr, soutien très clair de Donald Trump depuis des mois à ce moment-là, Sundar Pichai, le patron de Google, et donc Mark Zuckerberg. Ils sont tous là, ils ont tous contribué financièrement à l'organisation de cette cérémonie. Ils ont tous intérêt aussi financièrement à se rapprocher du nouveau président américain Donald Trump. Alors, il y a plusieurs raisons possibles. D'abord, il semble convaincu, Mark Zuckerberg en tête, que cette administration Trump sera plus favorable au monde de la tech. Mark Zuckerberg explique que cette administration est fière de ses entreprises dominantes, qu'elle va vouloir soutenir la réussite de la technologie à l'américaine. Il se dit optimiste sur les progrès et l'innovation que cette administration peut enclencher. On sait aussi que ces entreprises, toutes, font face à un certain degré à des menaces de l'administration américaine, du gouvernement américain pour leur position de monopole. Et autre facteur, c'est le besoin en énergie de ces entreprises pour l'intelligence artificielle, pour le traitement de données. Ça réclame énormément d'énergie et le président américain s'est largement engagé sur ce secteur. Loïc Piala, est-ce que Mark Zuckerberg a retourné sa veste ces dernières semaines ou bien est-ce qu'on assiste finalement à un retour à ses convictions profondes ? Je ne sais pas si Mark Zuckerberg a des convictions profondes, très honnêtement. C'est plutôt un libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut tenir le gouvernement à distance, mais qui reste quand même sur des questions de société, comme l'homosexualité par exemple, plus progressiste qu'un conservateur. Mais on a eu l'impression sur cette période que Mark Zuckerberg a passée à la tête de Meta, qu'il allait un peu là où soufflait le vent. Donc peut-être qu'en 2028, si c'est un président ou une présidente démocrate qui est élu, eh bien Meta changera à nouveau de stratégie. L'important pour lui, c'est que son entreprise prospère. Et donc, on a l'impression qu'il s'adaptera, quoi qu'il arrive, à son environnement. Merci à Loïc Piala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Grosis. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas notre second podcast, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.